Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 58e épisode de ce podcast dédié à l'actualité du mois d'octobre. Et je vais vous parler d'une mission européenne sur Mars, de différentes sortes de lunes, de visites de l'ISS et d'une chaîne YouTube qui mêle art et physique. Et commençons par une triste nouvelle. Klim Churyumov, qui a donné son nom à la comète Chury, est décédé le 15 octobre à l'âge de 79 ans, presque 47 ans jour pour jour, après avoir découvert la comète en forme de canard en plastique. Enfin, pour lui, elle ressemblait à une chaussure, en fait, pour être tout à fait précise. En tout cas, c'est le 23 octobre 1969 qu'est découvert le petit astre sur des plaques photographiques réalisées par sa collègue Svetlana Gerasimenko, d'où la double appellation pour nommer la comète, puisqu'ils ont découvert l'objet à deux. Et l'histoire de Chury aurait dû s'arrêter là, mais on aurait dû ne plus jamais entendre parler d'elle. Mais le lancement de la mission Rosetta a été repoussé et il a fallu trouver une autre comète à explorer. Et c'est donc tombé sur 67P que l'on connaît désormais sous toutes ses coutures. Klim Churyumov, qui était aussi le directeur du planétarium de Kiev, nous a donc quittés, mais il aura pu suivre jusqu'au bout la mission Rosetta. Il est décédé 15 jours seulement après l'arrivée de la sonde sur sa comète. Après cette triste nouvelle, tournons notre regard vers Mars pour l'événement de ce mois-ci. C'est peut-être même l'événement de l'année en termes d'exploration martienne d'ailleurs. La première partie de la mission ExoMars est arrivée à bon port le 19 octobre après avoir décollé en mars dernier. Ah oui, alors... Juste un petit rappel sur ExoMars. ExoMars, c'est le nom du programme. Ce programme se divise en deux missions, cette première mission de 2016 et la deuxième en 2020. Et dans cette première partie, en 2016, donc, la mission comporte deux engins, TGO pour Trace Gas Orbiter, une sonde en orbite autour de la planète, et Schiaparelli, un atterrisseur de test. Et dans la deuxième partie, en 2020, il y aura un rover, mais on n'y est pas encore. Donc, la première mission. Le but du jeu était évidemment de mettre l'orbiteur TGO en orbite et de faire atterrir l'atterrisseur de test logique. La mise en orbite s'est déroulée absolument à la perfection et l'atterrissage de Schiaparelli aussi jusqu'aux 50 dernières secondes qui ont merdé. Et boum, l'engin s'est crashé à 540 km/h sur le sol. C'est embêtant, me direz-vous, mais en fait, pas tant que ça. C'était un atterrisseur de test et donc, par définition, il était conçu pour être testé. Donc, échec ou réussite, peu importait en fait. S'il avait atterri sans problème, c'était tant mieux, évidemment, puisqu'il y a eu un souci à la fin, tant mieux aussi. Puisque comme ça, on récupère toutes les données et on répare ce qui ne va pas. Et là, en l'occurrence, ce serait une panne de logiciel qui aurait indiqué à Schiaparelli une fausse donnée d'altitude quand il se trouvait encore à environ 4 km au-dessus du sol. Donc l'atterrisseur a cru qu'il était au sol, alors qu'il en était encore très loin. Du coup, chute libre de 4 km. Mais avant tout ça, toutes les étapes se sont parfaitement bien déroulées. Le largage du bouclier thermique, le déploiement du parachute, les rétrofusées. Enfin, les rétrofusées, elles n'ont pas fonctionné longtemps, mais parce que l'ordinateur leur a dit de ne pas le faire. Sinon, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Mais les scientifiques et les ingénieurs sont toujours en train d'étudier les données pour comprendre ce qui s'est passé les dernières 50 secondes et apprendre encore plus de ce petit souci. Et encore une fois, il y avait quasiment pas d'instruments sur l'atterrisseur, donc sa mission se résumait vraiment à atterrir. Bon, il y avait quand même une station météo avec pour avoir des données, donc c'est quand même pas cool, c'est vrai, pour les scientifiques qui attendaient les données météo qu'il aurait pu renvoyer depuis le sol. Mais le gros de cette première partie de la mission, ça reste quand même TGO, et le principal est qu'elle soit bien en orbite et qu'elle fonctionne parfaitement bien. Alors TGO, à quoi va-t-elle servir exactement ? Elle contient plusieurs instruments, dont NOMAD et ACS, qui vont étudier les gaz présents dans l'atmosphère martienne, comme le méthane, le dioxyde d'azote ou encore la vapeur d'eau. Mais c'est le méthane qui nous intéresse le plus parce que sur Terre, il est associé à une activité biologique ou à certains processus géologiques, donc on veut en savoir plus là-dessus. Et puis il y a aussi FRIEND, un détecteur de neutrons, et puis Cassis pour prendre des images. Il a déjà commencé d'ailleurs. Mais là, si j'ai bien compris, l'ensemble est encore en cours de test et TGO pourra commencer à faire ses expériences en 2017. Hâte de connaître tout ce qu'il va nous apprendre et de voir les images qu'il va nous envoyer. Et puis surtout, il va falloir patienter jusqu'en 2020 pour la deuxième partie du programme. Alors du coup, en attendant qu'un rover européen aille faire des forages de 2 mètres de profondeur dans Mars pour aller voir s'il y a de la vie là-dessous, allons voir du côté d'Uranus. Tiens, c'est super rare, ça fait plaisir. Figurez-vous que 2 astrophysiciens ont repris les données et les images de la sonde Voyager 2, qui a été la seule à survoler Uranus en 1986.
Ouais, ça date pas d'hier, hein. Et ces deux spécialistes des anneaux des planètes, qui ont beaucoup travaillé sur les données de Cassini autour de Saturne, selon Science et Avenir, se sont penchés sur les anneaux d'Uranus et ont peut-être découvert deux petites lunes qu'on ne connaissait pas. On ne peut pas les voir sur les images de Voyager 2, il y a trop de bruit, mais ils les ont détectées grâce à leur maîtrise de la physique des anneaux, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est chouette, hein. C'est cool que la NASA leur ait accordé une subvention pour reprendre des données vieilles de plus de 30 ans. La preuve qu'on peut faire encore des découvertes. Donc même si Rosetta et Philae, pour ne parler que d'elles, sont échouées pour toujours sur leur comète, l'émission ne se termine jamais vraiment finalement, hein. Ça me fait plaisir à moi d'avoir des nouvelles d'Uranus, parce qu'on est allé la voir qu'une seule fois et ça n'a pas l'air de vouloir changer dans les décennies qui arrivent. Donc bon, si les données de Voyager 2 peuvent encore nous parler, tant mieux. Explorons Uranus. Voilà. Enfin bon, à défaut d'avoir des images directes des deux nouvelles petites lunes de la géante bleu ciel, la catégorie images de ce mois d'octobre nous gâte, moi je vous le dis. JAXA, l'agence spatiale japonaise, a mis en ligne des centaines de photos et de vidéos de notre lune, et regardez ça. Pareil que l'appli Blue Turn de l'épisode précédent, hein. Vous coupez toutes les lumières et vous mettez ça. Vous avez l'impression d'être dans une capsule Apollo et de survoler le machin. Ça, justement, alors c'est le site d'atterrissage de la mission Apollo 15. J'ai essayé de voir des traces, mais j'ai pas trouvé. On est peut-être un peu trop haut pour en voir. Et puis, en fait, je sais pas vraiment où chercher, donc c'est compliqué. Et puis, bon, évidemment, quand la Terre s'invite dans le paysage, alors il n'y a pas de mots. Alors, je pose ça là avec de la musique et je me tais. Voilà, ce sont des images que j'ai choisies au hasard, photos comme vidéos. Il y en a plusieurs dizaines de pages accessibles sur un seul site que je vous indique dans la description sous la vidéo. Et comme d'habitude, dans le billet dédié à ce podcast sur mon site florenceporcel.com. Et si vous avez le vertige mais que vous voulez visiter un truc de l'espace quand même, allez faire un tour sur cette vidéo publiée par la NASA et qui vous fait visiter toute la Station Spatiale Internationale avec un objectif fisheye et une petite musique toute douce. C'est du 4K pour ceux qui sont équipés et ça permet de se familiariser un peu avec la maison de Thomas Pesquet ces 6 prochains mois. Restons sur YouTube avec une chaîne toute neuve qui mélange art et science. Ça s'appelle le projet Lutétium et voici le teaser. Bienvenue dans le projet Lutétium. Ici, pas question d'écrire des équations sur un tableau. Et ça, c'est quoi alors? Ça c'est juste le décor. Ah. Donc pas beaucoup d'équations, on va surtout rencontrer directement des chercheurs. Ah oui, quand même. Et ouais, filmer des manips de recherche et monter nous-mêmes nos propres expériences. Vous-même? Et vous êtes? On est des étudiants d'établissements parisiens en sciences et en art. Du coup, le projet Lutétium mêle recherche, vulgarisation et art. Sur cette chaîne, vous pourrez trouver des interviews de chercheurs sur des sujets de recherche actuels, des vidéos tournées au studio et dans des labos pour explorer en détail des concepts scientifiques, et des expériences mises en musique avec des compositions originales. Et du coup, comme on voulait des sujets plutôt visuels, on parlera pas mal de physique des liquides.
Si vous ne voulez pas manquer nos futures vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne et pour plus d'informations, visitez notre site web ou nous suivre sur Twitter. À l'heure où j'écris ces lignes, il n'y a que 4 vidéos hors teaser, mais c'est digne des plus belles productions. Musique originale par des élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, images de fluide à couper le souffle, réalisation soignée, explication nickel, et en plus pour les anglophones, toutes les vidéos sont proposées également en anglais. C'est vraiment une chaîne incontournable et j'ai pu discuter un peu avec Guillaume, le jeune homme du teaser, et il m'a expliqué qu'avec ses potes, ils ont voulu créer quelque chose qui n'existait pas en France, à savoir de la vulgarisation à la frontière des arts et des sciences, et que ça s'est fait parce qu'il y a eu tous les talents réunis au bon moment. Alors c'est pas fini, ça va se développer, ils ont quelques vidéos en stock et j'ai trop hâte de voir ce qu'ils nous réservent. Bon, alors par contre, comme la plupart sont en train de préparer leur thèse, faut pas non plus s'attendre à du contenu toutes les semaines. Mais c'est pas très grave, qu'ils aillent à leur rythme, on a le temps, et en tout cas bravo à eux, et n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne pour les soutenir si vous aimez leurs vidéos. Restons en ligne avec ce qu'on appelle un thread. Enfin, c'est tout simplement une série de tweets associés les uns aux autres pour raconter un truc un peu plus long que 140 caractères. Alors celui-là, c'est celui d'Éric Berger, un journaliste spécialisé américain qui résume assez bien ce que j'ai pensé de la présentation d'Elon Musk, dont je vous ai parlé à l'épisode précédent. Alors du coup, je vous le traduis. C'est souvent difficile de montrer à quel point les concurrents d'Elon Musk dans l'aérospatial sont à la fois jaloux et méprisants envers SpaceX. Ils n'apprécient pas beaucoup tous ces projecteurs médiatiques sur SpaceX, ils disent que c'est du favoritisme, et ils n'ont pas tout à fait tort. Cela dit, SpaceX fait des tas de trucs à fort intérêt médiatique. Quelle autre société essaye de faire atterrir plusieurs tonnes sur Mars sur ses propres deniers ? Aucune. Laissez-moi vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec le responsable d'une société qui est en concurrence avec SpaceX sur certains points. Cette personne a détesté cet article que j'ai écrit sur Musk et Mars. Cet article n'était pas totalement en mode ultra fan non plus, c'était à la fois bienveillant et sceptique, et j'avais conclu que Musk a une vision, mais qu'il manque de moyens pour la réaliser. Musk est dangereux, m'a dit cette personne, parce qu'il fait gonfler des attentes irréalistes et qu'avec ça, il met à mal la crédibilité de l'aérospatiale. Il y a un peu de vérité dans ses propos, mais moi je crois surtout que ce que fait Musk, c'est de nous aider à voir ce qui serait possible de faire si on sortait un peu de la manière de voir les choses de l'aérospatiale traditionnelle. Ce qu'on pourrait faire si on rêvait un peu, si on osait un peu plus, et si on changeait la manière de faire les choses comme on les fait depuis 5 ou 6 décennies. L'aérospatiale s'est un peu fossilisé ces 10 dernières années et SpaceX a incité au changement. Donc, haters gonna hate, les médias vont faire des trucs de médias, Elon va continuer à promettre des trucs un peu trop grands, mais même s'il n'accomplit que la moitié de ce qu'il promet, on est bon pour un futur qui va déchirer sa race. Bon, c'est une traduction un peu libre de l'adjectif « bright », mais c'est l'idée. Voilà, c'est vraiment bien résumé et je crois qu'il a tout dit sur le sujet. Et pour finir, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque le 19 octobre, mon premier livre est sorti. Alors je vous l'avais un peu teasé et le voici enfin en librairie. Il s'appelle « L'espace sans gravité », c'est mon bébé. Et j'ai travaillé comme une folle dessus. Il s'agit de 31 chapitres dans lesquels je raconte des anecdotes tirées de la conquête et de l'exploration spatiale, de l'histoire des sciences et des personnes qui ont rendu tout ça possible. À l'occasion de sa sortie, j'avais fait une vidéo où je me suis filmée aux différentes étapes de la vie du livre, entre le moment où j'ai terminé l'écriture et le moment où je l'ai eu pour la première fois entre les mains, et où j'explique en quoi ça consiste d'écrire un livre. Voici un extrait. De janvier à juin 2016, j'ai écrit mon premier livre. Alors là, je me filme en train de faire semblant d'écrire, mais en vrai, écrire un livre, ce n'est pas seulement avoir l'air béat devant son clavier. Écrire un livre, c'est d'abord lire des livres. Lire tout le temps. Lire encore, et encore, et encore. Lire partout. Et prendre des notes, beaucoup. Écrire un livre, c'est aussi lire des documents en ligne, des archives. C'est regarder des heures et des heures de documentaires, de témoignages, d'interviews. Et c'est manger, beaucoup. Écrire un livre, c'est également s'entretenir avec des spécialistes, des astronautes, des scientifiques. C'est courir un peu partout. Et ne plus avoir le temps de faire de sport. Du tout. Écrire un livre, c'est rédiger, bien sûr. 31 textes pour 250 000 signes au total, en moins de 6 mois. Regrouper les informations, les synthétiser, chercher un angle, les mettre en forme.
C'est la première phrase la plus difficile à trouver. Et puis, c'est continuer, s'envoler ou ramer, être super fluide ou super laborieuse, finir le texte d'une traite ou se tromper, tout supprimer, se décourager, recommencer. Écrire un livre, c'est douter, avoir peur de dire des choses fausses. Alors vérifier, 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 vérifier encore, vérifier partout. Et mettre les sources de côté, surtout. Écrire un livre, c'est partager l'avancement du travail avec ses amis, mettre en couleur les chapitres écrits, compter le nombre de signes à rédiger encore, raconter les joies, les bonnes surprises, les doutes, les peines et les moments en or. Et écrire un livre, c'est un travail assez solitaire que j'ai aimé, passionnément, à la folie. Et puis, j'ai écrit le point final et j'ai souri. L'espace sans gravité, il s'appelle. J'espère qu'il vous plaira. Écrire un livre, ce n'est pas l'écrire pour soi, même si c'est un rêve d'enfant qui se réalise, c'est l'écrire pour qu'il soit lu. Alors c'est angoissé, beaucoup. Et puis, c'est aller le découvrir. Et sauter de joie, partout. J'ai le premier exemplaire entre les mains et je suis comme une ouf. Et je suis super contente. Il est trop beau et je l'aime. Et voilà. Et voilà. Maintenant, il est à vous. Il est à vous depuis plusieurs semaines maintenant, puisque je suis donc très en retard sur la publication de ce podcast, et vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de lire vos retours, de voir vos photos, et de voir à quel point il vous plaît. Vraiment, enfin, ça me touche tellement, et je suis ravie de savoir que vous le lisez à vos enfants, que vos grands-parents l'ont dévoré, bref, que ça touche toutes les générations. Je rappelle que vous trouverez sur mon site florenceporcel.com un article dédié à chaque chapitre où j'ai indiqué mes sources, les personnes avec lesquelles je me suis entretenue, les archives, les photos qui vont avec, les vidéos qu'on peut voir. Il y a des documents d'archives et parfois des corrections parce que, bon, malheureusement, malgré les relecteurs par des spécialistes, il y a des petites erreurs qui sont passées, 2 ou 3. Heureusement, pas grand-chose, mais au moins c'est corrigé sur mon blog. Et puis, il y a tout ce qu'il faut pour aller plus loin sur chaque sujet, parce que je vous avoue, un chapitre, c'est parfois beaucoup trop court pour traiter certains trucs qui mériteraient à une série à elle toute seule. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à me faire vos retours, à m'envoyer des photos et à laisser des commentaires sur Amazon et sur la Fnac, même si je vous encourage à vous le procurer chez votre libraire si vous avez envie de l'acheter. Et sachez aussi qu'il est disponible enfin en version numérique. Tous les liens sont dans la description et sur mon blog. Et pour la petite histoire, il y a 31 chapitres parce que c'est un petit clin d'œil aux 31 paraboles que j'ai effectuées lors de mon vol 0G. Et j'ai caché des alexandrins quelque part parce qu'on ne se refait pas. Dites-moi si vous les avez repérés, dites-moi quelle page, tout ça. Et j'ai glissé des citations et des références à Kaamelott par-ci par-là aussi. J'ai pas pu m'en empêcher. Enfin voilà, l'espace sans gravité, c'est paru chez Marabout. Je suis très heureuse de savoir qu'il a plu à toutes celles et ceux qui l'ont déjà lu et j'espère qu'il plaira à toutes celles et ceux qui auront envie de le lire. Des séances de dédicaces sont à venir. Je vous tiens au courant sur mon blog, sur mon compte Twitter, sur ma page Facebook. J'ai trop hâte de vous rencontrer. J'en ai fait que 2. Je suis hyper frustrée parce que j'en fais pas beaucoup et c'est compliqué. Donc j'ai trop hâte d'en refaire et de vous rencontrer. Voilà. C'était la fin de ce 58e épisode de La Folle Histoire de l'Univers qui rattrape l'actu du mois d'octobre. Encore 1000 excuses pour le retard. Je rappelle que ce podcast est disponible sur YouTube, sur iTunes et sur Deezer et que je mets le texte en intégralité ainsi que tous les liens, tweets, vidéos, etc. sur mon blog florenceporcel.com. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur iTunes, ils me font toujours hyper plaisir, à mettre un pouce vert sur YouTube et à le partager s'il vous a plu surtout, et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page s'appelle La Galaxie de Florence Porcel, sur Twitter, à Florence Porcel, et je remercie chaleureusement tous les tipeurs pour leur soutien. Vraiment, vous êtes très très généreux. Vous pouvez également me retrouver sur la chaîne YouTube String Theory avec la série Spatialiste et désormais en librairie. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.